En juillet dernier, une mésaventure m'est arrivée. Ma maison, en proie à de sérieux problèmes, s'est retrouvée privée d'électricité pendant plusieurs jours, le temps des réparations. Travaillant à domicile, ce fut un véritable casse-tête. J'ai donc dû me résoudre à louer un Airbnb pour quelques nuits, jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Les options étant limitées dans ma région, j'ai finalement opté pour un logement situé à 45 minutes de chez moi. Il se trouvait dans un quartier reculé, réputé peu fréquentable. Cependant, le prix était attractif. Et comme je ne comptais y rester que quelques jours, j'ai pensé que le jeu en valait la chandelle. À mon arrivée, épuisée par les péripéties liées à ma maison, je me suis précipitée à l'intérieur et me suis littéralement effondrée dans le lit. Le lendemain matin, je me suis levée aux aurores et j'ai entrepris d'installer mon ordinateur portable et mon espace de travail. Juste avant de commencer à travailler, une série de coups retentit à la porte. Hésitant à ouvrir, car ce n'était même pas chez moi, je me suis ravisée en pensant que cela pouvait être l'hôte ou quelqu'un d'autre. J'ai donc jeté un coup d'œil par l'œilleton. Sur le perron se tenait un homme, peut-être au début de la trentaine, le corps entièrement recouvert de tatouages. Il n'avait ni l'allure d'un hôte Airbnb, ni celle d'un démarcheur. Incertain de la raison de sa présence, et n'ayant pas vraiment envie de la connaître, j'ai songé à faire comme si de rien n'était. Je m'éloignai de la porte, retournant à mon bureau, achevant de me préparer et me plongeant dans le travail. Les réunions s'enchaînaient et j'avais un retard considérable à rattraper après mon absence des jours précédents. Je crois bien que je ne quittais mon bureau qu'aux environs de 20 heures. Et même à cette heure tardive, l'idée de retourner travailler après avoir dîné me traversait l'esprit. À peine quelques minutes après mon retour, alors que je commençais à peine à manger, une autre frappe retentit à la porte. Instantanément, je me levai pour voir qui c'était, sans grande surprise de découvrir le même homme qu'auparavant. Que pouvait-il bien me vouloir à une heure pareille? L'agacement primait sur l'inquiétude. Mais une fois de plus, je tournai le dos à la porte et repris mon dîner. 20 minutes après 10 heures du soir, je me suis résolue à travailler au moins 1 heure de plus. La fatigue me pesait, mais le travail exigeait d'être achevé, et je savais que le remettre au lendemain ne ferait qu'accroître mon anxiété. J'ai mis mes écouteurs et me suis efforcée de me concentrer. Après 1 heure productive, satisfait du travail accompli, j'ai enfin refermé mon ordinateur pour la nuit. C'est alors que j'ai réalisé l'obscurité qui m'entourait, l'écran de mon ordinateur étant ma seule source de lumière. En me dirigeant vers l'entrée, j'ai allumé la lumière et un frisson m'a immédiatement parcouru. Dans le couloir, de faibles mais indéniables empreintes de pas se dessinaient. Envahi par la panique, je constatais leur présence partout, même derrière le bureau où je travaillais. La peur au ventre, je les suivais lentement jusqu'à la porte de derrière, entr'ouverte. L'horreur pure me saisissait, et presque aussitôt, des pas résonnèrent dans l'escalier. Lent et prudent, il se rapprochait. Un homme apparut et me fixa dans le couloir. C'était lui, reconnaissable à ses tatouages. La surprise se mua en rage lorsqu'il me vit. Son visage ne trahissait que colère et irritation. Je voulus parler, mais ma voix resta muette. Le cœur battant, je fis volte-face et m'enfuis à toutes jambes par la porte arrière. Essoufflée, je me suis engouffrée dans la cour arrière et me suis enfoncée dans le bosquet qui s'étendait au-delà des maisons. Trouvant refuge derrière un arbre,
J'ai instinctivement saisi mon téléphone, prêt à composer le 911. Mais le bruit de pas précipité m'a stoppé net. J'ai refermé l'appareil, retenant mon souffle. Contre toute attente, ils sont passés sans me voir, poursuivant leur course effrénée dans l'obscurité. Un frisson m'a parcouru. Une fois la police contactée, je suis retournée à la location, le cœur battant, et ai attendu leur arrivée. J'ai fourni une description détaillée de l'individu. Le lendemain, les forces de l'ordre l'ont appréhendé. Les tatouages distinctifs que j'avais remarqués ont permis de confirmer son identité. Il s'est avéré qu'il avait déjà sévi dans plusieurs habitations au cours des jours précédents, commettant des actes odieux sur leurs occupants. J'ignore ce qu'il avait l'intention de me faire, ou pourquoi il m'avait d'abord épargné. Mais je peux enfin trouver un peu de répit, sachant qu'il est désormais hors d'état de nuire. À travers les États-Unis, je conduisais, embarqué dans un voyage quelque peu frénétique. Des obligations professionnelles m'attendaient dans un bureau reculé du Maine. J'avais donc saisi l'occasion pour rendre visite à mes amis et à ma famille sur la côte Est. Au cours de mon 4e jour sur la route, je traversais la Pennsylvanie. Malgré la présence de villes charmantes, la majeure partie du trajet se déroulait au milieu de nulle part. Pour atteindre ma destination, je devais emprunter une multitude de routes secondaires, de longues et désertes voies à une seule voie. Alors que la nuit tombait, la pluie se mit à tomber et mon réservoir d'essence était presque vide. N'ayant croisé aucune station-service depuis un certain temps, j'espérais en trouver une rapidement. Malheureusement, cette route ne traversait aucune agglomération. J'ai continué à rouler sous la pluie pendant 30 minutes. Soudain, à travers le brouillard, j'ai aperçu un panneau indiquant une station-service. Quelques instants plus tard, elle se dressait devant moi. Nichée à l'écart de la route, à l'abri des arbres, se trouvait une station-service d'une taille modeste. Elle se réduisait à 2 pompes à essence et un minuscule bâtiment faisant office de supérette. Sans autre option, je m'y suis arrêté, égaré ma voiture et ouvert la trappe du réservoir. Mais lorsque j'ai saisi le pistolet de la pompe et tenté d'insérer ma carte, rien ne s'est passé. J'ai essuyé l'écran poussiéreux pour essayer de comprendre ce qu'il affichait, mais il restait désespérément noir. La pompe était hors service. Je me suis alors dirigé vers la seconde pompe, la seule autre disponible, et constatai qu'elle était elle aussi éteinte. L'exaspération me gagna, tandis que mes yeux scrutaient les alentours. La pluie battante et l'heure tardive, bien après le coucher du soleil, rendaient la perception difficile. Certes, l'endroit semblait vétuste, comme tant d'autres stations-service, mais quelque chose attira mon attention. Une faible lueur émanait du bâtiment principal. Avec l'espoir d'y trouver quelqu'un capable de m'aider, je quittai l'abri précaire des pompes et me précipitai vers la porte. L'humidité avait envahi la vitre, brouillant la vue. Seul un halo lumineux dansait à travers le verre, attisant mon impatience. La poignée céda dans un grincement sinistre. À peine avais-je franchi le seuil que l'anomalie me sauta aux yeux. Les étagères, désespérément vides, gisaient renversées, témoignant d'un chaos indescriptible. L'endroit ressemblait à un champ de bataille. Une lueur, provenant du fond de la boutique, perçait l'obscurité. Une lampe, sans doute, rien à voir avec l'éclairage habituel du commerce. Quelques secondes suffirent. La vue de cette désolation me fit reculer précipitamment. Je ne savais ce qui se tramait,
mais mon intuition me hurlait de fuir. Ma situation, déjà précaire, ne pouvait qu'empirer. En reculant sous la pluie battante, je me retournais vers ma voiture, mais une silhouette se dressait à côté. Trempés jusqu'aux os, ils erraient autour de ma voiture, scrutant l'intérieur à travers les vitres embuées. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» hurlai-je, me précipitant vers eux. Ils me lancèrent un regard furtif avant de reporter leur attention derrière moi. Intrigué, je me retournai vers le bâtiment. La porte d'entrée s'ouvrit et un homme émergea sous la pluie battante. 6 longs cheveux noirs lui collaient au visage, révélant un teint maladif. Un homme, sans prendre un instant pour évaluer la situation, s'est précipité vers moi. La personne près de ma voiture s'est éloignée tandis que je me suis engouffrée à l'intérieur, mais l'individu enragé n'a pas ralenti sa course. Il a atteint ma portière et a tenté de l'ouvrir. Au moment où je démarrais en trombe, un bruit métallique strident a secoué la voiture. J'ai filé à toute allure et repris la route. Mais après une demi-heure, mon véhicule est tombé en panne d'essence. Heureusement, j'avais du réseau et j'ai pu appeler à l'aide. Pendant que j'attendais, j'ai examiné la carrosserie et découvert une longue entaille sur la portière. On aurait dit que l'homme avait glissé une lame le long de la voiture lorsque j'ai démarré. Ce soir-là, la police m'a appris que la station-service où je m'étais arrêté était hors service depuis au moins une décennie. Hormis cela, rien d'autre ne se produisit. Et ce qui aurait pu arriver si je n'étais pas sorti à temps n'est plus que spéculation. Cela s'est passé il y a environ 10 mois. Je passais quelques jours dans la ville natale de mon meilleur ami d'université. Pour préserver son anonymat, je l'appellerai Chris. C'était une petite ville, bien différente de ce à quoi j'étais habitué. Mais Chris me la faisait découvrir. Nous avons fréquenté les bars, passé du temps ensemble et profité de l'ambiance. Lors de ma dernière soirée, il évoqua un endroit qu'il désirait explorer depuis longtemps, mais où il n'avait jamais trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Dans les replis secrets de la forêt, là où l'écho des pas se perd et la lumière hésite, se cachait un lieu oublié, une maison, ou peut-être un village entier, abandonné aux caprices du temps et à l'étreinte silencieuse des arbres. L'idée, lancée comme une étincelle, avait immédiatement embrasé notre esprit d'aventure, forgé lors de nos escapades universitaires. À peine une demi-heure après avoir découvert l'existence de ce lieu mystérieux, nous foulions déjà le sentier forestier, impatients de percer ses secrets. Le soleil, bien que déclinant, nous offrait encore sa lumière dorée, mais par précaution, nous avions emporté des lampes frontales, fidèles compagnes de nos explorations nocturnes. 20 minutes de marche plus tard, le sentier s'évanouissait, nous obligeant à suivre une trace à peine visible, un murmure à peine perceptible à travers le labyrinthe végétal. 1 heure s'écoula, ponctuée par le crissement des feuilles sous nos pas et le souffle du vent dans les branches, avant que notre objectif ne se révèle enfin. Au loin, une maison se dressait, solitaire sentinelle d'un passé englouti. À mesure que nous nous approchions, d'autres silhouettes se dévoilaient derrière elle, dessinant les contours d'un hameau fantôme, figé dans le silence et l'oubli. Nul n'aurait imaginé ce spectacle. Les maisons, bien que portant les stigmates du temps et des intempéries, ne semblaient pas si anciennes. Un revêtement moderne, presque anachronique, les habillait, les faisant ressembler à n'importe quelle autre demeure.
Un étroit chemin de gravier serpentait devant chaque bâtisse, comme une tentative avortée de créer une communauté. On pouvait imaginer un projet ambitieux, brutalement interrompu, laissant derrière lui ce village fantôme. Des graffitis, témoignages du passage d'autres curieux, maculaient les murs, brisant l'illusion d'un lieu vierge. Chris et moi, poussés par une curiosité mêlée d'appréhension, nous sommes avancés vers la première maison, scrutant l'intérieur à travers l'ouverture béante de la porte. Des herbes folles perçaient le plancher, mais l'endroit était désert. Avant même que nous ne franchissions le seuil, un claquement sonore retentit dans les bois, nous faisant sursauter. Nos regards se tournèrent vers le chemin de gravier d'où semblait provenir le bruit. Un silence pesant suivit, ignorant l'origine de cette détonation et ne voyant rien d'anormal, nous nous aventurâmes à l'intérieur de la maison. Il n'y avait pas grand-chose à voir, mais l'énigme de son abandon nous captivait. La maison, autrefois, avait dû être un lieu agréable. Après avoir exploré le rez-de-chaussée, nous sommes montés à l'étage. L'atmosphère y était étrangement sombre, comme si aucune fenêtre ne laissait filtrer la lumière du jour. Un court couloir s'étendait devant nous, desservant seulement 2 portes, et ce, qui semblait être un grenier dans le plafond. Nous nous sommes approchés de la première porte et l'avons ouverte, découvrant une autre pièce vide. Soudain, un bruit provenant du rez-de-chaussée a interrompu notre exploration. Des pas traînants se rapprochaient, venant de l'extérieur et se dirigeant vers la maison. Immobiles et silencieux, nous étions presque certains que notre présence à l'extérieur avait été remarquée. Pourquoi quelqu'un chercherait-il à nous approcher? Ils s'approchèrent de la porte d'entrée, puis s'arrêtèrent juste avant de la franchir. « Bonjour » fit une voix. Nous restâmes silencieux. Aucune réponse. « Je veux juste parler. Je ne vous veux aucun mal. » L'homme semblait âgé, sa voix éraillée, comme s'il lui manquait des dents, trébuchant légèrement sur ses mots. Un long silence, près d'1 minute, suivit ses paroles. Il ne dit plus rien, mais nous ne l'entendîmes pas non plus s'éloigner. Il était là, juste de l'autre côté de la porte, invisible et silencieux. Quelques minutes s'éternisèrent, silencieuses, avant que Chris, retenant son souffle, ne s'aventure vers l'escalier. Un coup d'œil furtif à la porte d'entrée, et il revint vers moi, le visage livide. « Il n'y a personne, » murmura-t-il, la voix étranglée. Sceptique, je m'approchai à mon tour. Il disait vrai. L'homme s'était volatilisé. Prudemment, nous descendîmes les marches et nous dirigeâmes vers l'entrée. Dehors, une unique rangée d'empreintes se dessinait dans l'herbe, menant vers les maisons voisines, mais aucune ne s'en éloignait. Un mystère épais enveloppait les lieux. L'intuition nous frappa simultanément, et sans un mot, nous avons foncé vers les arbres, comprenant que l'individu devait se cacher dans la maison. Nous avons quitté la forêt aussi vite que possible et sommes retournés chez mon ami. Qui était cet homme et pourquoi il voulait nous parler? Cela reste un mystère. Une chose est sûre, s'il nous avait attrapés, nous ne serions probablement plus là pour en parler. J'étais partie en randonnée sur un sentier que j'avais découvert dans le parc national des Cascades. Un itinéraire aller-retour qui prend normalement 3 jours à l'aller et 3 jours au retour. Je ne savais pas grand-chose de ce chemin, ni de sa popularité, mais en général, sur ces et longs parcours, cela n'a pas vraiment d'importance, car il est rare d'y croiser beaucoup de monde. Le 3e jour de mon périple,
en longeant un campement, j'aperçus un homme assis près de sa tente. Je m'accordai une pause et nous échangeâmes quelques mots. Il m'expliqua qu'il comptait passer la nuit ici avant de gravir le sommet le lendemain. Je lui confiai que c'était précisément mon objectif du jour et que nos chemins se croiseraient probablement là-haut. Peu après, je repris ma route et atteignis l'endroit où je planterais ma tente pour les 2 nuits suivantes. La vue qui s'offrait à moi était d'une beauté saisissante, un spectacle que je n'avais jamais contemplé auparavant. L'endroit idéal pour une journée de repos et le point culminant de ce sentier. Tout au long de cette journée, personne ne passa. La nuit tomba et j'étais toujours seul, le seul campeur en ces haies lieux. Je repensais alors à cet homme rencontré la veille, un campement derrière moi, qui avait prévu d'atteindre ce sommet le même jour. Il ne s'est jamais manifesté. J'ai d'abord imaginé qu'il avait rebroussé chemin pour une raison inconnue, ou peut-être décidé de camper un jour de plus là où il était déjà. Au matin, j'ai plié bagages et repris le sentier en sens inverse. Mon départ tardif ne me permettait d'espérer qu'atteindre le campement où je l'avais croisé. Une fatigue inhabituelle me pesait, ralentissant ma progression. Avant même que je ne m'en rende compte, le jour déclinait rapidement. J'ai allumé ma lampe frontale et poursuivi ma route dans l'obscurité pendant 1 heure, jusqu'à finalement apercevoir le camp. Sa tente était toujours là, dressée, comme s'il ne l'avait jamais quittée. Connaissant ses intentions de poursuivre sa randonnée, et sachant qu'il est rare de rester plusieurs jours au même endroit en voyageant sac au dos, je l'ai appelé pour savoir si tout allait bien. L'absence de réponse était assourdissante. M'approchant davantage, je tentai une nouvelle fois de le rassurer, mais le rabat de sa tente, entrouvert, révélait un intérieur désert. Une boule se forma dans ma gorge, une intuition désagréable que quelque chose clochait. Scrutant les environs, je ne décelai aucune trace de sa présence, jusqu'à ce qu'un scintillement capte mon attention au loin. Une faible lueur persistait, immobile, au cœur du bois. Guidé par cette lumière ténue, je m'aventurai sur une 40aine de mètres, m'éloignant des tentes. Finalement, j'en découvris la source, une lampe frontale, gisant sur le sol, comme abandonnée. La pile, presque à plat, émettait une lumière à peine perceptible. C'est alors que je sentis un regard pesant sur moi. Quelqu'un m'observait, tapi dans l'ombre. Debout à une 10aine de mètres, dissimulé tant bien que mal, il tentait de se faire oublier. Un pressentiment me saisit. Ce n'était pas l'homme de tout à l'heure. Pourtant, l'impulsion de rompre le silence, d'intervenir, était irrésistible. « Bonjour, avez-vous besoin d'aide ?» Le silence fut leur seule réponse, un silence pesant et immobile. « Excusez-moi » balbutiai-je, la voix tremblante, avant de me précipiter vers la tente, le cœur battant la chamade. Sac à dos toujours sur les épaules, n'ayant heureusement encore rien déballé, je quittai précipitamment le terrain de camping. Au moment même où je m'éloignais, la lampe frontale que j'avais aperçue dans les bois s'éteignit brusquement. Je m'enfuis aussi loin que mes jambes me le permirent, parcourant environ 5 kilomètres supplémentaires jusqu'au prochain campement. Dès que possible, je signalai l'incident aux autorités. Mes craintes se confirmèrent. L'homme que j'avais croisé avait disparu. Presque aucune trace ne subsistait, et dans cette région isolée, les recherches s'annonçaient quasiment impossibles. L'identité de la personne que j'avais vue reste l'énigme principale.
la clé potentielle de cette disparition. Bien que la plupart d'entre nous semblent malheureusement pressentir le scénario le plus probable, j'avais réservé un Airbnb des semaines à l'avance dans une bourgade inconnue. Un client m'attendait pour le travail. Je ne faisais qu'une brève halte avant de rentrer chez moi. Le trajet, d'une durée de 3 heures, s'acheva dans une rue d'une tranquillité presque palpable. La pénombre enveloppait les demeures et la végétation luxuriante dissimulait les façades. Seule une silhouette, au loin, brisait cette monotonie. Bien que l'individu ne présentât rien d'anormal, une étrange sensation m'envahit. Je franchis le seuil de la maison et m'installai. Une maison sans prétention, tout à fait ordinaire, mais parfaitement adaptée à mes besoins. Après un rapide tour d'inspection, j'ouvris la porte d'entrée pour récupérer mon autre sac dans la voiture. À peine avais-je posé le pied sur le perron que je remarquai une silhouette immobile dans la rue. C'était la personne que j'avais croisée quelques minutes plus tôt, mais elle ne se promenait plus. Elle se tenait simplement là, face à la location. Alors que je m'approchais de ma voiture, elle me remarqua et s'éloigna. Je ne la quittais pas des yeux, l'étrangeté de cette scène éveillant ma méfiance. Ils continuaient leur chemin, imperturbables, arpentant la rue sans se soucier de rien. Je suis rentrée, vérifiant que tout était bien verrouillé. Puis j'ai ouvert le garage et y ai garé ma voiture, par simple précaution. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai jeté quelques coups d'œil dehors pour voir si cet homme errait toujours dans les environs. Je ne l'ai plus aperçu. L'heure matinale approchant, je me suis résolue à aller me coucher. Mon sommeil fut correct, ponctué de quelques réveils nocturnes. Mais à 4 heures du matin, le réveil a sonné, me tirant finalement du lit. Le soleil n'était pas encore levé. L'obscurité régnait. Alors que je me redressais, encore engourdi, j'ai remarqué une lumière filtrant sous la porte de ma chambre. Je ne me souvenais pas avoir laissé de lumière allumée, mais je me suis dit que j'avais peut-être simplement oublié d'éteindre celle de la cuisine. Le réveil m'arracha de mon sommeil. Encore embrumé, je me dirigeais vers la porte. Mais au moment précis où j'allais l'ouvrir, un son parvint à mes oreilles, venant de l'autre côté. Un bruit de déplacement, comme si quelque chose se tramait au bout du couloir. Intrigué, j'ouvris la porte. La lumière du salon était allumée, une chose que je savais pertinemment n'avoir pas faite. Le bruit persista, alors que je m'avançais dans le couloir, le cœur battant. En jetant un coup d'œil dans le salon, je vis une silhouette sombre accroupie dans un coin. Un homme fouillait dans l'un de mes sacs. Il portait un sweat à capuche noire et un jean déchiré. La description exacte de la personne que j'avais aperçue rôder dans le quartier. Un frisson me parcourut l'échine. Je n'eus le temps de l'observer qu'une fraction de seconde avant qu'il ne se retourne et ne croise mon regard. Sans manifester la moindre surprise, comme s'il m'attendait, il laissa tomber le sac à terre et me somma de ne pas bouger. Il s'approchait et une fraction de seconde décida de mon action. Je me suis retournée pour fuir vers la pièce, claquant la porte juste avant qu'il ne puisse m'atteindre. Il s'est jeté contre elle, essayant de la défoncer à coups de pied, puis s'est attaqué à la serrure de l'autre côté. Réfléchissant rapidement, j'ouvris une fenêtre, sautai et m'enfuis. Lorsque j'ai enfin pu alerter la police, l'homme avait disparu de la maison. Mes sacs avaient disparu, bien sûr, et pour comble de frayeur, la porte de la chambre était ouverte.
Il avait crocheté la serrure et était entré. Si j'étais restée cachée dans la salle de bain ou ailleurs, qui sait ce qui se serait passé? La police semblait penser que cet homme avait des intentions plus graves que le simple volume. Alors, je prie pour qu'il ne me retrouve jamais. Plus tôt ce printemps, je campais dans les bois, à 4 heures au nord de chez moi. Il y avait un petit lac où j'allais souvent. Il n'était jamais bondé, et même, je crois, peu connu. C'était une escapade paisible à chaque fois. Le premier jour, en arrivant, et après avoir installé mon campement, j'étais seule. Le lac n'était pas immense, bordé d'une plage herbeuse et entouré de bois, offrant une vue dégagée sur l'ensemble. Peu après, un homme émergea des bois sur la rive opposée et monta une tente. Il semblait être un campeur ordinaire, restant discret au début. Cependant, avant le coucher du soleil, je l'aperçus contournant le lac en direction de mon emplacement. Arborant un sourire amical, il se présenta. William. Il expliqua qu'il n'était pas sûr que je l'aie vu s'installer, mais il m'avait remarqué de l'autre côté du lac et souhaitait simplement me saluer, étant donné que nous étions tous deux isolés au milieu de nulle part, au bord d'un lac que personne ne fréquente habituellement. Après quelques échanges sympathiques, j'ai découvert un type vraiment cool. William avait 26 ans, à peu près mon âge, et comme moi, il appréciait ce coin de camping pour son isolement. Après une bonne demi-heure de conversation, il regagna l'autre rive du lac, tandis que le soleil amorçait sa descente. La nuit fut paisible. Au matin, nous avons repris nos discussions et passé la majeure partie de la journée ensemble. Il partagea une canette de bière de 6 avec moi et nous nous sommes assis sur la plage. Nos conversations furent simples et agréables. Au moment de regagner nos tentes, j'étais assis près de mon petit feu de camp, heureux d'avoir fait la connaissance de William. Il semblait être le compagnon idéal pour de futures aventures en camping. Alors que la nuit avançait, je commençais à me préparer à éteindre le feu et à me coucher. Soudain, j'aperçus William errant au bord du lac. Son propre feu s'était éteint depuis un moment et je l'imaginais déjà endormi dans sa tente. Apparemment, pas du tout. Il s'approcha de mon feu de camp et immédiatement, je sentis quelque chose d'étrange en lui. « Eh, tout va bien ?» lui demandai-je. Il sourit, redevenant soudainement comme avant, et m'expliqua qu'il venait me proposer de découvrir un endroit avec une vue imprenable qu'il avait trouvé. Il était tard, et je lui avais fait remarquer, mais il m'assura que la vue valait le détour, justement parce qu'il faisait nuit. Son enthousiasme était tel que je ne pouvais décemment pas refuser. Après tout, quel intérêt de camper en pleine nature si c'était pour bouder les beaux panoramas? Je me levai donc et le suivis jusqu'à l'autre rive du lac, puis à sa suite, à travers les bois. Il n'y avait aucun sentier tracé, et je compris vite que, quel que soit cet endroit, Guillaume y était venu de nombreuses fois pour connaître le chemin avec une telle assurance, sans se perdre dans l'obscurité. Nous marchâmes pendant une quinzaine de minutes avant qu'il ne ralentisse. Il désigna un point devant nous, un sourire aux lèvres, comme si c'était là le fameux panorama. Mais lorsque je m'avançai, ce n'était pas un paysage qui s'offrit à mes yeux, mais une petite structure délabrée, une vieille caravane, abandonnée depuis des années, semblait avoir succombé aux intempéries. La mousse avait envahi chaque recoin et des cratères de rouille constellaient le bardage.
Je me retournai vers William, cherchant une explication à cette vision. Mais son visage était devenu froid, inexpressif. Il semblait métamorphosé. « William, qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je, la voix tremblante. Il resta muet. Une vague de peur m'envahit. Je me mis à scruter les alentours avec frénésie. C'est alors que j'entendis la porte de métal rouillé grincer et s'ouvrir derrière moi. Je n'eus qu'un bref aperçu d'une silhouette qui s'élançait à l'extérieur avant de prendre mes jambes à mon cou, emporté par une panique irrépressible. Essoufflé, je sentais William et l'autre individu à mes trousses, mais je mobilisais toutes mes forces pour les distancer. Je courus si loin dans les bois que je perdis toute notion de l'endroit. Je continuais d'avancer, les yeux rivés sur les arbres, jusqu'au lever du soleil. Lorsque je retrouvais le chemin du lac, depuis la lisière, je constatais que tout mon matériel de camping avait disparu. On aurait dit que je n'avais jamais été là. Prudemment, je restais dissimulé, rejoignis le sentier et regagnai ma voiture. J'ai fait un signalement à la police locale, mais ils n'ont jamais mentionné avoir trouvé quoi que ce soit. L'obscurité enveloppait la petite bourgade du Wyoming, perdue au milieu de nulle part. L'air était vif, piquant légèrement les joues alors que je descendais de voiture, après une longue journée sur la route. Mon voyage de Portland à Chicago ne faisait que commencer, un périple de près de 3 jours. J'avais opté pour des Airbnb le long du parcours, espérant ainsi insuffler un peu de charme à ce trajet autrement monotone, plutôt que de me confiner dans des hôtels impersonnels. Ce premier Airbnb, niché dans cette bourgade d'à peine 3 kilomètres de long, semblait promettre un peu de tranquillité. Mais dès mon arrivée, j'eus le pressentiment que quelque chose clochait. Les hôtes, à peine un regard en ma direction, me laissèrent seul dans cette maison isolée. Le cauchemar qui se tramait, je ne le découvrirai que plus tard, après avoir fui avant l'horreur. La frontière du Wyoming franchie, une neige épaisse s'est abattue, alourdissant encore cette interminable journée de route. Lorsque je suis arrivée en ville, le soleil avait déjà disparu et un manteau neigeux recouvrait les rues. L'atmosphère était étonnamment calme. Je ne suis pas un expert en petite ville, mais celle-ci correspondait parfaitement à l'idée que je m'en faisais, surtout dans un état peu peuplé comme le Wyoming. J'espérais trouver un restaurant rapide pour dîner, mais il n'y en avait aucun. J'ai donc traversé la ville et emprunté le chemin qui menait à mon Airbnb. Une longue allée serpentait jusqu'à une petite maison isolée au milieu d'un champ. Des pins majestueux, chargés de neige, bordaient la façade. Je me suis garée sur le côté, ai pris mon sac et me suis dirigée vers l'entrée. J'ai entré le code et me suis faufilée à l'intérieur, refermant la porte derrière moi et allumant la lumière. L'espace était modeste, à peine 46 mètres carrés, composé d'un salon et d'une chambre. Me débarrassant de mes chaussures, j'ai laissé tomber mon sac près du lit, puis me suis affalée sur le canapé. C'est alors que cela s'est produit. Un bruit sourd, provenant de la chambre, a retenti. Instinctivement, j'ai jeté un coup d'œil en direction de la porte que je venais de franchir. Le bruit était assez fort, mais je n'avais aucune idée de ceux qui avaient pu le provoquer. Je me suis relevée et suis retournée sur mes pas, jetant un coup d'œil dans la pièce tout en allumant la lumière. Rien n'avait changé. J'ai ensuite inspecté la petite salle de bain attenante, mais tout semblait normal. La seule autre porte de la maison était celle du placard de la chambre. Je me suis approchée
et ai tiré sur la poignée, mais elle n'a pas bougé. On aurait dit qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Au début, j'ai trouvé étrange qu'un placard de chambre soit fermé à clé, mais j'ai ensuite imaginé qu'il pouvait s'agir d'un placard de rangement où le propriétaire entreposait des affaires. Il n'y avait pas d'autres endroits pour ranger quoi que ce soit. C'était donc la conclusion à laquelle je suis arrivée. De retour au salon, je me suis affalée sur le canapé, fermant les yeux pour élaborer mon plan du lendemain. Après un quart d'heure, je me suis relevée et me suis dirigée vers la fenêtre, espérant que la neige ait cessé et que les routes soient praticables. L'obscurité était sinistre. Aucun signe lumineux de la ville ne perçait à travers les grands pins et la neige tombait toujours abondamment. J'ai baissé les stores et me suis retournée vers le canapé. Mais un mouvement d'ombre a attiré mon attention dans la chambre, lent et fluide, comme l'ombre d'une porte qui s'ouvre ou se ferme. Je me suis avancée, écoutant attentivement à mesure que je m'approchais de l'entrée. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Tout était à sa place. Rien ne semblait avoir causé cette ombre. Mais j'étais certain d'avoir vu quelque chose bouger. Mes yeux, errant dans la pièce, finirent par se poser à nouveau sur le placard. Il restait obstinément fermé, mais une sensation étrange émanait de lui, un malaise diffus qui me glaçait le sang. Mue par une curiosité irrépressible, je m'approchai et empoignai la poignée. La porte s'ouvrit sans résistance, comme si elle n'attendait que ça. Pourtant, à l'intérieur, rien. Un simple et petit placard, vide de tout objet, de toute présence. Avant que je puisse analyser la situation et tenter de comprendre ce qui se tramait, un bruit me fit sursauter. Je me retournai vivement et découvris un homme imposant qui se tenait, menaçant, dans l'embrasure de la porte de la salle de bain. Il avait l'air vaincu, épuisé, le visage strié d'égratignures et de coupures. Son regard, vide, ne semblait même pas se soucier de sa condition. Il pénétra dans la chambre à coucher et s'agenouilla, saisissant un vieux sac de sport sale et usé sous le lit. Se relevant ensuite, il quitta la pièce sans même un regard dans ma direction, traversant la porte d'entrée avec une lenteur désespérante. Je me précipitai dehors et le vis s'éloigner à travers la neige, jusqu'à disparaître au-delà de la lueur de la maison. J'essayai d'alerter la police, mais après avoir fourni une description, ils se contentèrent d'interroger le propriétaire de l'Airbnb. Après mon départ de la ville, je n'obtins plus aucune nouvelle. Il y a quelques mois, alors que je faisais des livraisons pour DoorDash, un petit boulot que j'exerce une dizaine à une quinzaine d'heures par semaine, une expérience troublante est venue perturber ma routine. Ce soir-là, je n'avais accepté que quelques commandes, car il se faisait tard. Vers 1h du matin, j'ai récupéré une petite commande destinée à un immeuble de bureaux situé à l'autre bout de la ville, une situation assez courante pour les employés de nuit. Au fond de moi, je pense qu'il cherchait simplement un endroit où dormir. Pourtant, son allure m'a laissé perplexe. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si je m'étais directement couché ce soir-là, avec cet homme tapi dans le placard, à quelques centimètres de moi. L'idée seule me donne froid dans le dos. Lorsque je me suis garée sur le parking, j'ai été frappée par le vide. Aucun véhicule en vue, et il ne semblait pas y avoir d'autres parkings derrière le bâtiment. J'ai choisi une place près de l'entrée et suis sortie de la voiture, la commande à la main. L'endroit ressemblait sans équivoque à un immeuble de bureaux, plus modeste que la plupart, avec seulement 2 étages et une façade étroite.
toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une faible lueur derrière la porte principale. Je me suis approchée de la porte et ai consulté l'application. Elle précisait que je devais entrer dans le hall principal et déposer le sac devant la porte de la salle 232. Un coup d'œil à travers la porte vitrée me révéla un long couloir bordé de portes closes de chaque côté. Même si les livraisons en chambre étaient monnaie courante dans l'hôtellerie, ce contexte avait quelque chose d'inédit. J'ai testé la porte, une simple pression a suffi à l'ouvrir. Pénétrant dans le lieu, je m'attendais à une activité bourdonnante, des voix, des mouvements. Au lieu de cela, un silence assourdissant régnait. Pas un souffle ne troublait l'atmosphère, seulement le murmure électrique des néons au plafond. Les premières portes que je croisais arboraient des numéros dans la centaine. Ma destination, elle, se trouvait dans les 200, me laissant supposer qu'elle était située à l'étage supérieur. Au centre du couloir, une ouverture signalait l'accès à l'escalier. La porte maintenue ouverte par un cale-porte dissimulé au sol, l'obscurité régnait. J'entrais, m'avançant vers le bas de l'escalier, puis levai les yeux. Un noir absolu noyait la cage d'escalier. Aucune lumière ne filtrant de l'étage où je devais, en principe, effectuer la livraison. Le silence, pesant, presque palpable, me glaça le sang. Habitué à suivre scrupuleusement les instructions pour obtenir de bonnes notes, je sentis pour la première fois que la situation était plus qu'étrange. Je reculai hors de la cage d'escalier pour retourner dans le couloir. Et à cet instant précis, la porte juste en face de moi s'ouvrit. Bien que la pièce fût plongée dans l'obscurité, un homme en sortit et s'avança dans le couloir. Un homme, vêtu de vêtements ordinaires, détonnait dans cet environnement de bureau. Il se tenait devant moi, pointant du doigt l'escalier derrière moi. « 232, c'est là-haut », lança-t-il. J'acquiesçai, immobile. Lui aussi restait planté là, un regard intense, presque furieux, rivé sur moi. Quelques secondes pesèrent lourdement. Soudain, je lâchai mon sac au sol et me précipitai vers la sortie. L'homme ne me suivit pas. J'entendis ses pas résonner dans l'escalier alors que je quittais le bâtiment. Je me suis engouffré dans ma voiture et j'ai démarré, laissant tout cela derrière moi. Ignorant de la nature exacte de ce que j'avais entrevu et craignant peut-être une réaction excessive, je m'étais abstenu d'alerter la police. Le lendemain, paradoxalement, ce fut la police qui me contacta. Un cambriolage avait été signalé au bureau et, grâce aux images de vidéosurveillance, ma voiture, identifiée par sa plaque d'immatriculation, avait été repérée sur les lieux. Les caméras avaient également capturé des images du cambriolage et les autorités souhaitaient m'interroger sur d'éventuelles informations que je pourrais détenir. Mes renseignements se révélèrent minces, mais l'enquête révéla que 3 individus avaient participé à l'effraction. Un premier individu se trouvait au rez-de-chaussée, celui que j'avais aperçu, tandis que les 2 autres, dissimulés en haut des marches selon les caméras, semblaient guetter mon ascension. Fait troublant, plusieurs autres livraisons avaient été commandées à cette même adresse cette nuit-là. D'ordinaire, les autres livreurs faisaient preuve de plus de sagesse que moi, déposant les commandes devant la porte. Nul ne saura jamais ce qui se serait passé si l'un d'entre nous s'était aventuré au 2e étage de ce bureau. Espérons que la police appréhendera ces 3 hommes avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Chaque année, mon épouse et moi-même nous offrons une escapade dans un lieu différent.
c'est notre façon de nous éloigner du tumulte quotidien et de savourer des moments privilégiés ensemble. Cette année, notre choix s'est porté sur un chalet isolé dans l'État de Washington. L'annonce promettait un havre de paix, loin de toute civilisation, un contraste saisissant avec notre vie citadine. L'avion à peine posé, nous avons marché jusqu'à une épicerie pour nous ravitailler, avant de héler un taxi qui nous conduirait jusqu'à notre refuge. L'idée d'une voiture de location, envisagée un temps, avait été vite abandonnée. 3 jours, c'était si court. Nous voulions profiter de chaque instant dans ce havre de paix. Au besoin, un simple appel suffirait pour qu'un Uber nous apporte tout ce qui manquerait. Le trajet en taxi dura un peu plus d'1 heure à partir de la ville où nous avions atterri. La route serpentait entre d'immenses chaînes de montagnes au milieu d'un paysage verdoyant et luxuriant. C'était un spectacle grandiose qui ne fit qu'attiser notre impatience. Vers 19 heures, enfin, nous aperçûmes la cabane. Perdue au cœur de la forêt, une cabane solitaire se dressait, accessible uniquement par de vagues traces de pneus dans la terre. Après avoir réglé le taxi, nous avons déchargé nos affaires et pénétré à l'intérieur. L'espace était réduit. Une pièce principale faisant office de cuisine et de salon, surmontée d'une mezzanine accessible par une échelle. Là-haut, niché sous le toit, un lit bas nous attendait. On devait littéralement ramper pour s'y glisser, comme dans ces micro-maisons où chaque centimètre compte. Après avoir déballé les provisions et préparé un dîner rapide, fatigués par le volume, nous avons débouché une bouteille de vin pour nous détendre. La flamme chaleureuse de la cheminée illuminait nos visages, tandis que nous parlions avec enthousiasme des jours à venir. Vers 23 heures, au milieu de notre conversation, un bruit extérieur a soudainement interrompu le silence. Quelqu'un marchait dans l'herbe, tout près de la cabane. Le son des pas était fort, alarmant. J'ai remarqué l'inquiétude dans le regard de ma femme. Alors, j'ai essayé de la rassurer, cachant ma propre appréhension. Le jour s'était éteint sans que je m'en aperçoive. En me levant, mon regard fut immédiatement happé par l'obscurité qui régnait à l'extérieur. Dehors, une mer d'arbres se dressait, silhouettée contre un noir d'encre. « Je ne vois personne », dis-je à ma femme, avant de me diriger vers la porte. Sur le perron, la lumière artificielle luttait timidement contre les ténèbres, révélant une portion de l'allée. Rien. Le silence de la forêt était presque palpable. Un silence qui aurait dû être brisé par le moindre mouvement. De retour à l'intérieur, je demandai à ma femme si elle percevait encore ces bruits de pas. Sa réponse fut troublante. Le son, disait-elle, ne semblait pas s'estomper. Soudain, un bruit cessa net, provenant de derrière la cabane. Mon courage commençait à vaciller. J'ordonnai à ma femme de se réfugier dans la mezzanine et de rester silencieuse, le temps que je comprenne ce qu'il se passait. Je fis le tour de la cabane, vérifiant une nouvelle fois chaque fenêtre, mais ne vis rien de suspect. Je retournai alors vers la porte d'entrée. Alors que je me préparais à ressortir, un choc violent ébranla la cabane. Je levai les yeux vers ma femme, qui fixait le plafond avec une expression d'effroi. Quelqu'un se trouvait sur le toit. Restant à l'intérieur, je contactai la police, leur donnant des indications précises et longues pour qu'ils puissent trouver notre cabane isolée. Durant l'heure d'attente qui s'éternisait, nous parvenaient parfois de vagues échos de pas sur le toit du chalet. 45 minutes plus tard, le bruit sourd de bottes heurtant le sol nous fit sursauter,
aussitôt suivi du son feutré d'une marche s'éloignant calmement. J'osai un regard furtif par la fenêtre et aperçus une silhouette se fondant dans l'obscurité de la forêt. La police enregistra notre déposition et nous conduisit en ville, où nous passâmes le reste de nos vacances. Ce que cette personne faisait, perdue à des kilomètres de toute civilisation, au cœur d'une forêt isolée, reste une question terrifiante, compte tenu du fait qu'elle attendait probablement que nous nous couchions ou sortions. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants d'avoir quitté les lieux avant que quelque chose de plus grave ne se produise. Cela fait maintenant 8 ans que je possède et habite la même maison. Dans une maison autrefois idéale pour une famille ou une colocation, je me suis retrouvée seule, face à un espace devenu soudainement superflu. 4 chambres, c'était beaucoup trop pour un célibataire. 2 d'entre elles suffisaient amplement. Ma chambre principale, un sanctuaire de repos, et la salle de jeu, mon refuge personnel. Les 2 autres, reléguées à l'extrémité du couloir à l'étage, sombraient dans l'oubli. L'une servait de débarras pour quelques cartons poussiéreux, l'autre était désespérément vide, un écho silencieux de son inutilité. Un soir, après une longue journée de travail qui s'achevait à 9 heures, un repas rapide de Wendy's en poche, je me suis précipitée vers ma salle de jeu. Le lendemain était un jour de congé, une page blanche offerte à tous les plaisirs. Quelle meilleure façon de l'honorer qu'une nuit entière dédiée aux jeux vidéo. J'enfilai mon casque et lançai Call of Duty, mais à peine avais-je le temps de charger une partie qu'un bruit me parvint, semblable à un coup frappé à la porte d'entrée. J'ôtai mon casque et tendis l'oreille. Rien. Pensant que si quelqu'un était là, il aurait frappé à nouveau, je retournai à mon jeu. 2 heures passèrent, environ, puis je l'entendis de nouveau. Un son indéfinissable, entre un toc-toc et le claquement d'une porte, mais trop faible, étouffé par mon casque et la porte de ma chambre. Impossible de distinguer. Je me levai, ouvris la porte et scrutai le couloir, guettant la répétition du bruit. Après 1 minute d'attente vaine, je descendis et jetai un coup d'œil à l'extérieur. Personne devant ma maison, rien d'anormal. Après avoir entendu ces bruits étranges, je m'étais assuré que la porte d'entrée était bien verrouillée avant de remonter. Par prudence, j'avais laissé cette fois la porte de ma chambre entr'ouverte, espérant mieux entendre si cela se reproduisait. J'ai remis mon casque et repris ma partie. Une vingtaine de minutes s'écoulèrent. Alors que la partie touchait à sa fin et que je me penchais en arrière sur ma chaise, une silhouette a surgi à toute vitesse devant l'embrasure de la porte, juste sur le côté de mon champ de vision. Instantanément, j'ai arraché mon casque et bondi de ma chaise. Horrifié, ne sachant que faire, je suis resté figé, les yeux rivés sur la porte. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant que je ne trouve le courage de bouger enfin. Un frisson me parcourut l'échine, mais la curiosité l'emporta. J'osai jeter un coup d'œil dans le couloir, puis inspectai le reste de la maison. Le silence était assourdissant. Personne. Pourtant, la porte d'entrée était de nouveau ouverte, signe indéniable d'une intrusion. L'arrivée de la police confirma mes craintes. Quelqu'un s'était caché, avait probablement élu domicile dans la pièce inoccupée. Des semaines, peut-être des mois, que cette personne vivait là, de l'autre côté du mur, à quelques mètres de moi, à mon insu. La pensée est terrifiante. Si j'étais tombée nez à nez avec cet individu, qui sait ce qu'il aurait pu se passer? L'angoisse me tenaille encore.
à l'âge de 19 ans, j'étais chauffeur Uber. N'ayant pas encore trouvé ma voie, je n'avais pas entrepris d'études supérieures. Uber était pour moi un simple moyen de subvenir à mes besoins, en attendant de trouver ma véritable vocation. Cette nuit-là, j'avais prévu de travailler de 19h à 3h du matin. La plupart des autres chauffeurs évitaient ces horaires, mais étant un oiseau de nuit, cela me convenait parfaitement. Vers 23h, je pris en charge une dame à la sortie d'un bar et la conduisis pendant 35 minutes jusqu'à son domicile. C'était à la périphérie de la ville, dans un quartier isolé et paisible. 10 minutes plus tard, une nouvelle requête de course s'afficha, provenant d'un lieu situé à environ 10 minutes. J'hésitais à l'accepter, car la destination ne ramenait pas vers la ville, mais au contraire, s'en éloignait davantage. Finalement, je me résolus à accepter, espérant que le prochain passager se dirigerait vers la ville, où les opportunités de travail seraient plus nombreuses. Je m'engageai sur la route et me mis en route vers le point de prise en charge. Le chemin pour y parvenir traversait une étendue de terres agricoles, presque désertes de toute présence humaine. La route était également peu fréquentée par d'autres véhicules. Une fois arrivé au dernier virage, je m'engageai sur un étroit chemin de terre serpentant entre un champ d'herbes hautes ou de blé. Au sommet d'une petite colline, une ferme se profilait, repérée grâce à l'application. Je me suis garé dans l'herbe, juste devant la bâtisse plongée dans l'obscurité. Personne en vue. Une brève pression sur le klaxon pour signaler ma présence. Le vent agitait les cultures environnantes, un bruissement intense qui emplissait l'air. Soudain, un choc léger contre la portière passager me fit sursauter. Je n'avais pas songé à jeter un regard en arrière, sur le chemin que je venais d'emprunter. L'idée ne m'avait même pas effleuré, persuadé que l'appel proviendrait de la maison. L'homme pencha la tête par la fenêtre ouverte et me fixa. Un silence étrange s'installa. Un instant suspendu où il garda le visage impassible, sans prononcer un mot. Je brisai le silence, demandant si c'était lui qui avait commandé un Uber. Son regard erra vers la banquette arrière, inspectant l'intérieur de la voiture. Puis il acquiesça et revint à moi. « Pourriez-vous m'aider à porter quelque chose jusqu'à la voiture ?» Pris dans l'élan de mon travail, ma réponse fut un « bien sûr » réactif. J'imaginais naïvement qu'il s'agissait de simples bagages. Mais je regrettais aussitôt d'avoir répondu sans réfléchir. Il se dirigea vers la maison et je sortis de la voiture, le suivant à distance, un pressentiment désagréable commençant à s'insinuer en moi. Il franchit le seuil de la véranda d'un bond, ouvrit la porte et se précipita à l'intérieur sans même un regard en arrière. Je suivis son rythme et une fois sur la galerie, la porte béante dévoila un couloir désert, toujours plongé dans l'obscurité. L'homme avait disparu. Aucun bruit de pas ne trahissait sa présence. Un sentiment étrange, presque sinistre, m'envahit. « Monsieur ?» lançai-je. La maison resta silencieuse, impassible, sans la moindre réponse, ni le plus infime mouvement. L'entrée était un gouffre d'obscurité presque totale. Un silence de mort régnait. Impossible d'y pénétrer. J'ai fait demi-tour, couru jusqu'à ma voiture, traversé le champ et rejoint la route principale, annulant mon Uber. Mon plus grand regret de cette nuit-là est de ne rien avoir dit. Je pensais qu'en l'absence d'incident, il n'y avait aucune raison valable d'alerter la police. Pourtant, avec le recul, la possibilité que quelque chose d'horrible se soit tramé
me semble de plus en plus probable. 1 mois plus tard, j'ai recherché des informations sur cette ferme. J'ai découvert qu'elle avait été vendue pour la dernière fois dans les années 60. L'homme que j'avais croisé n'était donc certainement pas le propriétaire. Il ne vivait probablement même pas là. Ce qui m'attendait à l'intérieur de cette maison, si je l'avais suivi, restera à jamais un mystère. Il y a un peu plus d'1 an, quelque chose d'étrange m'est arrivé. 24 printemps à mon actif, je possède une maison de ville dans une paisible banlieue. La solitude y pèse parfois. Alors j'invite régulièrement des amis pour rompre l'ennui. Mes plus proches viennent plusieurs fois par semaine, et il arrive même qu'ils passent la nuit pour échapper à l'emprise parentale. Ce soir-là, rien de prévu, mais l'excitation monte à l'idée de la soirée cinéma du lendemain avec Sarah. L'attente se fait longue. Je me suis donc couché tôt, aux alentours de 9h15, espérant faire avancer le temps. Au milieu de la nuit, un réveil brutal, 2h du matin. Un regard jeté sur la table de chevet confirmait l'heure. Un réveil étrange, brusque, le cœur battant la chamade, l'esprit en éveil, comme si un événement imminent se préparait. Un mauvais rêve? Peut-être. Mais un clic, provenant du rez-de-chaussée, dissipa cette hypothèse. Une porte grinça lentement, révélant des pas s'infiltrant dans la maison. La terreur étreignait, mais l'espoir subsistait. Sarah, ou une amie, munie d'une clé, cherchant refuge pour la nuit. L'espoir vacillant, il se leva, traversa la chambre et ouvrit la porte, s'aventurant dans le couloir. Sarah? Le silence était absolu. Personne n'avait répondu. J'ai patienté dans le couloir, une éternité me semblait-il, quand soudain, une vive lumière a jailli, illuminant tout le rez-de-chaussée. 1 seconde plus tard, un murmure indistinct, un brouhaha léger, provenait du salon. Quiconque était là avait allumé la télévision. Un bref instant, j'ai éprouvé un soulagement, imaginant que c'était sans doute un de mes amis, un peu trop arrosé. Je suis descendue les marches et suis entrée dans le salon. Un froid glacial m'a instantanément envahi. Un inconnu était assis sur mon canapé, absorbé par l'écran de télévision. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux noirs, clairsemés et sales, s'était introduit chez moi. La peur m'a pétrifiée, mais il m'a adressé un sourire édenté et m'a fait un signe de la main, comme pour m'inviter à le rejoindre sur le canapé. Sans hésiter, j'ai fait volte-face et me suis précipitée hors de la maison. J'ai tambouriné à la porte de mes voisins jusqu'à ce qu'ils m'ouvrent et appellent la police. Malheureusement, à leur arrivée, l'intrus avait disparu, sans laisser la moindre trace. Le plus troublant, c'est que la police n'a pas pris l'incident au sérieux, suggérant qu'il s'agissait probablement d'un simple sans-abri cherchant un endroit pour dormir. Cependant, pour moi, tout indique le contraire, car l'homme avait l'air dangereux. Il força la serrure de ma porte, s'installa sur mon canapé et alluma la télévision. Puis, cet homme à l'air maladif me sourit et m'invita à le rejoindre. Je crois qu'il devait être un harceleur ou quelque chose d'approchant. Désormais, il m'est difficile de trouver le sommeil lorsque je suis seule, hantée par la possibilité de ne pas l'être réellement.